4,5 milliards d'années. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que cette planète s'est condensée à partir d'un nuage de poussière et de gaz en orbite autour d'une jeune étoile jaune. 4,5 milliards d'années de convulsions, de métamorphoses, de destruction et de renaissance. Pendant ce temps vertigineux, des continents entiers se sont formés, déchirés, recollés, puis déchirés à nouveau. Des océans sont apparus, se sont évaporés, puis sont revenus sous des formes différentes. Des chaînes de montagnes ont surgi du sol comme des cicatrices sur la peau de la terre, avant d'être lentement rabotées par le vent et la pluie jusqu'à devenir des plaines anonymes. La vie elle-même a failli disparaître à au moins 5 reprises, 5 extinctions de masse si dévastatrices qu'elles ont effacé la majorité des espèces vivantes de la surface du globe. Et pourtant, à chaque fois, quelque chose a survécu, quelque chose s'est accroché, quelque chose a recommencé. Mais dans toute cette immensité temporelle, dans ces milliards d'années où la vie complexe a prospéré, évolué et conquis chaque recoin de cette planète, une seule espèce a jamais construit des villes, une seule a inventé l'écriture, une seule a envoyé des machines au-delà de l'atmosphère, nous. Et notre civilisation, celle qui se considère comme le sommet de l'évolution terrestre, existe depuis à peine 5000 ans. Peut-être 10 000 si l'on étire la définition pour inclure les premiers villages permanents, 10 000 ans sur 4,5 milliards. Si l'on comprimait toute l'histoire de la Terre en une seule journée de 24 heures, l'intégralité de la civilisation humaine apparaîtrait dans la dernière fraction de seconde avant minuit. Pas la dernière seconde, la dernière fraction de seconde. Tout ce que nous avons construit, chaque cathédrale, chaque empire, chaque satellite, chaque symphonie, tiendrait dans un battement de cils cosmique. Et c'est précisément cette disproportion qui devrait nous troubler, car la question qui en découle est d'une simplicité désarmante mais d'une profondeur terrifiante. Dans tous ces milliards d'années, est-il vraiment possible que l'intelligence n'ait émergé qu'une seule fois ? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Cela compte énormément pour nous. C'est exactement cette question qu'en 2018, 2 scientifiques affiliés à la NASA ont osé poser publiquement. Adam Frank, astrophysicien à l'université de Rochester, et Gavin Schmidt, climatologue et directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA. Ces 2 hommes ne sont ni des marginaux ni des amateurs de théories fantaisistes. Ce sont des chercheurs reconnus, publiés dans des revues à comité de lecture, respectés par leurs pairs. Et pourtant, la question qu'ils ont formulée dans un article scientifique a fait trembler les fondations de ce que nous croyons savoir sur notre planète. Ils l'ont appelée l'hypothèse silurienne. Un clin d'œil à une vieille série de science-fiction britannique dans laquelle des reptiles intelligents avaient vécu sur Terre des millions d'années avant l'apparition de l'humanité. Frank et Schmidt ne prétendaient pas que des lézards avaient été construits des gratte-ciel au Jurassique. Leur question était bien plus précise et bien plus dérangeante. Si une civilisation industrielle avait existé sur Terre il y a des dizaines de millions d'années, serions-nous capables d'en retrouver la trace ? La réponse qu'ils ont obtenue après des mois de recherche et d'analyse est celle qui devrait empêcher quiconque de dormir tranquille. Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce que la Terre fait aux choses qu'on pose sur elle. Pensez à ce que notre civilisation laisserait derrière elle si l'humanité disparaissait demain matin. Des villes, des routes, des ponts, des centrales nucléaires, des milliards de tonnes de plastique, des satellites en orbite. Maintenant, imaginez ce qui se passerait au fil du temps. Pas au fil des siècles, au fil des millions d'années. En quelques décennies, la végétation reconquérait les zones urbaines. Les racines fendraient le béton. Les bâtiments en bois s'effondreraient. En quelques siècles, l'acier rouillerait et se désintégrerait.
les gratte-ciels tomberaient. En quelques milliers d'années, les structures les plus massives ne seraient plus que des monticules de décombres enfouis sous des couches de terre et de sédiments. En 100 000 ans, les dernières traces reconnaissables de nos constructions auraient disparu. Il ne resterait que des signatures chimiques, des couches anormalement riches en métaux lourds, en isotopes radioactifs, en microplastiques, coincées entre des strates de roches par ailleurs ordinaires. Un murmure géologique. Pas un cri, un murmure. Et en 10 millions d'années, même ce murmure se serait largement estompé. Les processus tectoniques auraient en recyclé des portions entières de la croûte terrestre. L'érosion aurait effacé les surfaces. La subduction aurait entraîné des plaques entières dans le manteau, fondant tout ce qu'elle portait dans un bain de magma à plus de 1000 degrés. La Terre n'est pas un musée. C'est une machine à effacer. Et c'est là que réside le cœur du problème posé par l'hypothèse silurienne. Nous cherchons des preuves d'une civilisation passée dans un système qui détruit systématiquement les preuves. C'est comme chercher un message écrit sur du sable dans une plage battue par les vagues depuis des millions d'années. Le message a peut-être existé, mais les vagues l'ont emporté. Et l'absence du message ne prouve pas qu'il n'a jamais été écrit. Frank et Schmitt ont été très prudents dans leurs conclusions. Ils ont souligné qu'ils doutaient fortement de l'existence d'une civilisation antérieure. Ils ne cherchaient pas à prouver qu'une telle civilisation avait existé. Ils cherchaient à déterminer si nos outils scientifiques étaient capables de détecter une telle civilisation si elle avait existé. Et la réponse est profondément humiliante. Nos outils sont largement aveugles. Le registre géologique est incomplet. D'immenses portions de la surface terrestre datant d'avant les derniers millions d'années sont tout simplement inaccessibles. Le fond des océans, qui couvre 71% de la surface de la planète, est entièrement recyclé tous les 200 millions d'années. Tout ce qui s'y trouvait avant cette date a été fondu, réabsorbé, anéanti. Et sur les continents eux-mêmes, l'érosion, la glaciation, le volcanisme et la déformation tectonique ont remodelé la surface si profondément que retrouver des couches intactes datant de dizaines de millions d'années relève de l'exploit. Mais Frank et Schmitt ont fait une suggestion qui a changé le cours de la réflexion. Ils ont dit « Si vous ne pouvez pas trouver d'artefacts, cherchez des anomalies. Cherchez des signatures chimiques qui ne correspondent pas aux processus naturels connus. Cherchez des excursions isotopiques, des pics de carbone, des concentrations inhabituelles de métaux rares, des changements brusques dans la chimie des océans ou de l'atmosphère. Cherchez les cicatrices, pas les os. Et quand on commence à chercher ces cicatrices dans le registre géologique profond, quelque chose d'inconfortable se produit. On les trouve. Pas partout, pas souvent. Mais à des moments précis de l'histoire de la Terre, il existe des événements qui, d'un point de vue chimique et isotopique, ressemblent de manière troublante à ce que notre propre civilisation est en train de faire à la planète en ce moment même. Des événements où d'énormes quantités de carbone ont été injectées dans l'atmosphère en un temps géologiquement bref. Des événements où les températures mondiales ont grimpé en flèche, des événements où la chimie des océans a été bouleversée, des événements que la géologie conventionnelle explique par le volcanisme, les libérations de méthane ou les variations orbitales, mais qui, si l'on ne savait pas mieux, pourraient être interprétés comme l'empreinte d'une civilisation industrielle ayant consumé ses ressources et s'étant effondrée. Le plus frappant de ces événements porte un nom. Il s'est produit il y a environ 56 millions d'années et il constitue l'une des énigmes les plus fascinantes de la géologie moderne. On l'appelle le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM pour les initiés. Et si vous n'en avez jamais entendu parler,
C'est parce que cet événement ne fait pas les gros titres en dehors des départements de géologie et des laboratoires de climatologie, mais il devrait. Car le PETM est l'analogie la plus proche que nous possédions dans le registre géologique de ce que notre civilisation industrielle inflige actuellement à la planète. Voici ce que nous savons. Il y a environ 56 millions d'années, sur une période géologiquement brève de peut-être 6 000 à 21 000 ans, une quantité colossale de carbone a été libérée dans l'atmosphère terrestre. Les estimations varient, mais les recherches actuelles suggèrent entre 3 000 et 13 000 pétagrammes de carbone. Un pétagramme, c'est 1 milliard de tonnes métriques. Pour mettre cela en perspective, l'humanité a libéré environ 580 pétagrammes de carbone depuis le début de la révolution industrielle. Le PETM en a libéré au minimum 5 fois plus, et peut-être 20 fois plus. Les conséquences ont été cataclysmiques. Les températures moyennes mondiales ont augmenté de 5 à 8 degrés Celsius. L'océan Arctique a atteint des températures subtropicales. Des parents de crocodiles vivaient au-dessus du cercle polaire. Les fonds marins ont perdu une grande partie de leur oxygène, provoquant la plus grande extinction des profondeurs océaniques des 93 derniers millions d'années. Les océans se sont acidifiés. Les coquilles des organismes marins se sont littéralement dissoutes. Sur Terre, les écosystèmes ont été bouleversés, les espèces ont migré, disparu, été remplacées. Et puis, sur environ 100 à 200 000 ans, la Terre s'est lentement rétablie. Le carbone a été réabsorbé. Les températures sont redescendues. La vie s'est adaptée. Mais la cicatrice est restée dans la roche, une fine bande de chimie inhabituelle coincée entre des couches de sédiments ordinaires. La question cruciale est celle de la cause. Et la réponse honnête est que les scientifiques ne sont pas entièrement certains. L'explication la plus répandue implique un volcanisme massif associé à la province ignée de l'Atlantique Nord, une région d'activité volcanique intense qui s'est produite lorsque le Groenland et l'Europe se sont séparés. Le magma aurait cuit des roches sédimentaires riches en carbone, libérant d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de méthane. Les anomalies de mercure dans les sédiments de l'époque du PETM soutiennent cette hypothèse, car le mercure est un indicateur fiable de l'activité volcanique. Une autre hypothèse pointe vers la déstabilisation des hydrates de méthane sur le fond océanique, des structures glacées qui piègent d'énormes quantités de méthane. Si les températures océaniques avaient augmenté ne serait-ce que légèrement, ces hydrates auraient pu fondre, libérant leur méthane dans une cascade auto-alimentée. Un réchauffement initial déclenche plus de libération de méthane, qui cause plus de réchauffement, qui libère plus de méthane. Une boucle de rétroaction, un processus d'emballement. La plupart des scientifiques pensent aujourd'hui que le PETM a été causé par une combinaison de ces facteurs. Mais voici le détail que Frank et Schmidt ont pris soin de souligner. La signature isotopique du carbone au début du PETM, le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13 dans les sédiments, montre un décalage négatif prononcé. Ce décalage est cohérent avec la libération de carbone biogénique, c'est-à-dire du carbone qui provient originellement d'organismes vivants. Les combustibles fossiles sont du carbone biogénique. Quand on brûle du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, on libère du carbone avec une signature isotopique spécifique. Une signature qui est en fait très similaire à ce que l'on observe à la frontière du PETM. Est-ce que cela signifie qu'une civilisation industrielle a causé le PETM? Non. Il n'existe aucune preuve directe de cela, et les explications volcaniques et méthaniques sont bien plus parcimonieuses. Mais si une telle civilisation avait existé
et avait consumé ses réserves de combustible fossile d'une manière similaire à la nôtre, la signature chimique qu'elle aurait laissée serait, dans de nombreux cas, indiscernable de ce que nous observons. C'est le paradoxe au cœur de l'hypothèse silurienne. L'aiguille que nous cherchons est faite du même matériau que la botte de foin, mais le PETM n'est pas la seule cicatrice dans le registre géologique qui mérite notre attention. Si l'on avance dans le temps de 56 millions d'années jusqu'à une époque bien plus proche de la nôtre, on trouve un autre événement, une autre catastrophe, une autre perturbation dont les causes exactes restent débattues. Et celle-ci ne laisse pas seulement des traces chimiques dans la roche. Celle-ci laisse des corps. Il y a environ 12 800 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, quelque chose a frappé la Terre, ou a explosé au-dessus d'elle, ou s'est abattu sur elle en fragments. Les détails font encore l'objet de débats intenses, mais ce qui n'est pas débattu, c'est ce qui s'est passé ensuite. Les températures, qui avaient augmenté régulièrement pendant des milliers d'années à mesure que les calottes glaciaires fondaient, ont soudainement plongé. La planète a été replongée dans des conditions quasi glaciaires, en l'espace de quelques décennies, peut-être même quelques années. Le réchauffement qui avait ouvert de nouvelles terres à l'habitation humaine a été brutalement interrompu par une vague de froid qui a duré plus de 1200 ans. Les scientifiques appellent cet épisode le Dryas récent, du nom d'une petite fleur arctique dont le pollen a soudainement réapparu dans les sédiments européens qui avaient auparavant enregistré des plantes de climat plus chaud. L'explication conventionnelle fait appel à l'océanographie. Un afflux massif d'eau douce provenant de la fonte des glaciers nord-américains, peut-être le drainage catastrophique d'un immense lac glaciaire appelé le lac Agassiz, se serait déversé dans l'Atlantique Nord et aurait perturbé la circulation thermohaline de l'océan, ce système de courant qui transporte l'eau chaude tropicale vers le nord et qui est responsable de la douceur relative du climat européen. Si l'on déverse soudainement assez d'eau douce froide dans ce système, le convoyeur s'arrête. L'eau chaude cesse de circuler vers le nord. L'Europe gèle. Les effets se répercutent à l'échelle mondiale. C'est une théorie solide. Mais elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas l'extinction simultanée de la mégafaune sur plusieurs continents. En Amérique du Nord seulement, 35 genres de grands animaux disparaissent en un instant géologique. Mammouths, mastodontes, tigres à dents de sabre, paresseux géants grands comme des automobiles, ours à face courte, lions américains, loups terribles, castors géants de la taille d'ours noirs, tous anéantis dans ce qui semble être un événement catastrophiquement soudain. L'explication conventionnelle ne rend pas non plus bien compte de la disparition de la culture Clovis, ces chasseurs habiles, dont les pointes de lance symétriques et finement travaillées représentaient l'apogée de la technologie lithique préhistorique. Leurs outils disparaissent du registre archéologique au même moment exact que la mégafaune. En 2007, une équipe d'une vingtaine de scientifiques a proposé un déclencheur radicalement différent. Ils ont trouvé, sur de multiples sites à travers l'Amérique du Nord, une couche sédimentaire distincte datant d'environ 12 900 ans avant le présent, contenant un assemblage inhabituel de matériaux. Des nanodiamants, des microsphérules magnétiques, des niveaux élevés d'iridium, du quartz choqué, des sphérules de carbone, de la suie et des preuves d'incendie intenses et généralisés. Ils ont proposé qu'un objet extraterrestre, probablement une comète fragmentée, avait explosé au-dessus de l'hémisphère nord. L'explosion aurait été équivalente à des milliers, voire des dizaines de milliers d'armes nucléaires détonnant simultanément. L'onde de choc, l'impulsion thermique et la tempête de feu auraient dévasté la vie sur une vaste zone. La poussière et la suie, projetées dans l'atmosphère, auraient bloqué la lumière solaire pendant des mois, déclenchant un refroidissement rapide.
l'impact sur ou au-dessus de la calotte glaciaire laurentidienne aurait pu déstabiliser la glace, libérant d'énormes volumes d'eau de fonte dans l'Atlantique et provoquant l'arrêt de la circulation thermohaline. Un seul événement expliquant l'extinction de la mégafaune, la destruction de la culture Clovis, les preuves d'incendie, le basculement climatique et l'arrêt de la circulation océanique. La réaction de la communauté scientifique a été féroce. Pas de cratères visibles, ont objecté les critiques. Les partisans ont répondu qu'une comète se fragmentant dans l'atmosphère ne laisserait pas nécessairement de cratère traditionnel, citant l'événement de Tunguska en 1908, où un objet relativement petit a aplati 2000 km² de forêt sibérienne sans laisser de cratère. En 2018, la découverte du cratère de Yawata au Groenland, une structure d'impact de plus de 30 km de large, enfouie sous 3000 pieds de glace, a donné un nouvel élan à l'hypothèse. Et en 2025, des chercheurs ont publié la découverte d'une dépression en Louisiane contenant les mêmes marqueurs que ceux trouvés sur d'autres sites du Dryas récent. Mais au-delà du débat scientifique sur les mécanismes, c'est ce qui a été potentiellement perdu qui devrait nous fasciner le plus. Car le récit archéologique standard nous dit qu'à cette époque, les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, vivant en petites bandes, sans ville, sans agriculture, sans structure permanente. Des gens simples menant des vies simples. Sauf que ce récit a été pulvérisé par une découverte faite sur une colline poussiéreuse du sud-est de la Turquie. Un site qui, selon tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine, ne devrait tout simplement pas exister. Ce lieu s'appelle Göbekli Tepe, et il change absolument tout. En 1994, un archéologue allemand nommé Klaus Schmidt arrive sur une colline que les habitants appellent la colline au ventre rond. Des agriculteurs y avaient retourné des pierres travaillées pendant des décennies sans y prêter attention. Une expédition en 1963 avait classé le site comme un cimetière médiéval et était passée à autre chose. Schmidt, lui, reconnaît immédiatement la nature des pierres. Elles sont préhistoriques. Et elles sont anciennes, très anciennes. Ce qui émerge de la terre au fil des années d'excavation est si extraordinaire que le monde archéologique met des années à en saisir pleinement la portée. Des piliers massifs en forme de T, certains atteignant près de 5 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 20 tonnes, disposés en cercle, incrustés dans des murs de pierre plus petites et recouverts de sculptures élaborées représentant des renards, des lions, des sangliers, des serpents, des vautours, des scorpions, des symboles abstraits. Sur certains piliers, des bras sont sculptés en relief le long des côtés, les mains jointes sur le devant, comme si les piliers étaient des représentations stylisées d'êtres humains géants se faisant face dans l'obscurité. La datation au radiocarbone place les structures les plus anciennes à environ 9500 ans avant notre ère, soit 11 500 ans en arrière, plus de 6000 ans avant Stonehenge, plus de 6000 ans avant les pyramides d'Égypte, plus ancien que toute structure permanente connue de l'humanité, avant l'agriculture, avant la poterie, avant la métallurgie, avant la roue, avant l'écriture. Les gens qui ont bâti Göbekli Tepe étaient, selon toutes les autres preuves disponibles, des chasseurs-cueilleurs. Et pourtant, ils ont extrait des blocs de calcaire de 20 tonnes, les ont façonnés avec des outils de silex, y ont gravé des reliefs animaliers d'une sophistication artistique remarquable, les ont transportés sur des centaines de mètres et les ont érigés dans des arrangements circulaires soigneusement planifiés. Une modélisation informatique publiée dans le Cambridge Archaeological Journal a révélé que les constructeurs utilisaient des principes géométriques pour planifier la disposition du site. Les 3 enceintes principales sont reliées par un triangle équilatéral,
ce qui suggère que l'ensemble du complexe a été conçu comme un plan unifié plutôt que comme une série de structures ajoutées au hasard au fil du temps. Avant Göbekli Tepe, la séquence acceptée du développement humain était celle-ci. D'abord, l'agriculture. L'agriculture crée des surplus alimentaires, les surplus permettent des établissements permanents. Les établissements créent la spécialisation. La spécialisation crée les hiérarchies sociales. Les hiérarchies créent de la religion organisée. La religion crée le désir et la capacité de construire des temples. D'abord cultiver, ensuite bâtir. Göbekli Tepe a inversé cette séquence. Le temple est venu en premier, bien avant que quiconque dans la région n'ait domestiqué un seul grain de blé. Et la coïncidence temporelle avec le Dryas récent est vertigineuse. Les structures les plus anciennes de Göbekli Tepe datent d'environ 11 500 ans, soit le moment précis où le Dryas récent prend fin et où le monde recommence à se réchauffer. Sur l'un des piliers les plus célèbres, le pilier 43, également connu sous le nom de pierre du vautour, une scène complexe est gravée. Des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont proposé que les gravures encodent des informations astronomiques, que les animaux représentent des constellations et que la scène représente un moment précis dans le temps, une date gravée dans la pierre en utilisant les positions des étoiles. La date proposée correspond approximativement au début du Dryas récent. Si cette interprétation est correcte, Göbekli Tepe n'est pas simplement un temple, c'est un mémorial. Un message des survivants d'une catastrophe laissée pour l'avenir. Mais Göbekli Tepe n'est pas la seule structure ancienne qui défie nos certitudes. Sur le plateau de Gizeh, en Égypte, un monument encore plus célèbre pose ses propres questions troublantes. Le grand sphinx, cette créature colossale au corps de lion et à la tête humaine, taillée dans le socle rocheux même du plateau. Selon l'égyptologie conventionnelle, le sphinx a été sculpté vers 2500 avant notre ère, sous le règne du pharaon Khéphren. Mais en 1990, un géologue de l'université de Boston, nommé Robert Schoch, a examiné les parois de l'enceinte du sphinx et a observé quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Des sillons profonds, arrondis et verticaux caractéristiques de l'érosion par l'eau de pluie, et non par le vent et le sable du désert qui produisent des stries horizontales et des profils anguleux. Le problème est que le plateau de Gizeh est essentiellement aride depuis 5000 ans. La dernière période de pluies abondantes dans la région remonte à la période humide africaine, entre environ 12 000 et 5 000 ans avant notre ère. Si les parois de l'enceinte du sphinx montrent une érosion par la pluie, alors le sphinx est bien plus ancien que ne le suggère la datation conventionnelle. Schoch a proposé que le corps du sphinx pourrait dater de la fin de la dernière période glaciaire, peut-être 10 000 ans avant notre ère, voire plus tôt encore. Il a également noté que la tête du sphinx est disproportionnellement petite par rapport au corps, ce qui suggère qu'elle avait été retaillée à une époque ultérieure, peut-être par Khéphren lui-même, à partir d'une tête originale plus grande mais trop érodée par les intempéries. L'archéologie conventionnelle rejette fermement cette hypothèse. Mais la question géologique demeure, et elle refuse de se laisser écarter. Car si le sphinx a véritablement 12 000 ans, alors quelqu'un était en Égypte à la fin de l'ère glaciaire avec les connaissances, l'organisation et la motivation nécessaires pour sculpter un monument de la taille d'un immeuble dans le socle rocheux. Et cette question trouve un écho inattendu dans un document découvert en 1929 dans le sous-sol du palais de Topkapi à Istanbul. Une carte dessinée en 1513 par un amiral ottoman nommé Piri Reis, compilée à partir d'une vingtaine de cartes sources plus anciennes, dont certaines remontaient à l'Antiquité. Cette carte
montre les côtes occidentales de l'Afrique et orientales de l'Amérique du Sud avec une précision remarquable pour son époque. Mais ce qui a déclenché des décennies de controverses, c'est la masse terrestre représentée au bas du fragment, une masse que certains ont identifiée comme la côte nord de l'Antarctique, un continent qui ne serait officiellement découvert que 300 ans plus tard. Les partisans de cette interprétation affirment que la carte montre l'Antarctique sans sa calotte glaciaire, telle qu'elle n'a pas existé depuis des milliers d'années. Les critiques répondent que la masse terrestre est probablement une représentation déformée de la côte sud de l'Amérique du Sud, conforme à la tradition cartographique de l'époque qui postulait l'existence d'un grand continent austral pour équilibrer les terres septentrionales. Le consensus savant penche nettement vers l'explication conventionnelle. Mais la carte, comme tant d'autres éléments de cette enquête, refuse de se laisser classer définitivement. Et puis, il y a les villes souterraines. En Cappadoce, dans le cœur volcanique de la Turquie moderne, une découverte accidentelle en 1963 a révélé l'une des réalisations d'ingénierie les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Un homme rénovant sa maison à Derinkouyou a abattu un mur de cave et découvert un passage menant dans les profondeurs de la terre. Ce passage ouvrait sur un réseau tentaculaire de tunnels, de salles, de puits de ventilation et de réservoirs d'eau s'enfonçant sur 18 niveaux, soit environ 85 mètres sous la surface. Derinkouyou pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes avec leur bétail et leurs provisions. Le système de ventilation, un réseau de conduits reliant les niveaux les plus profonds à la surface, assurait un air respirable même au fond du complexe. D'énormes portes circulaires en pierre, pesant chacune plusieurs centaines de kilos, pouvaient être roulées en travers des couloirs depuis l'intérieur, scellant la ville contre les intrus. La conception reflète une pensée stratégique et militaire, celle de gens qui avaient déjà survécu à des attaques et qui entendaient en survivre aux suivantes. L'explication conventionnelle est que ces villes servaient de refuge lors des invasions qui ont ravagé la région au fil des millénaires. Mais la profondeur extrême de Derinkouyou pose une question que cette explication ne résout pas entièrement. On n'a pas besoin de descendre 18 étages sous terre pour échapper à un raid de cavalerie. Quelques niveaux suffiraient. Cette profondeur suggère que les concepteurs des niveaux les plus anciens se préparaient à un scénario où la surface elle-même serait inhabitable pendant une période prolongée. Et c'est ici que tous ces fils commencent à se tisser ensemble. Car il existe un récit raconté par pratiquement chaque culture sur chaque continent habité de la Terre. Un récit de destruction et de renaissance. Un récit d'un monde englouti par les eaux, les mythes du déluge. Plus de 500 versions distinctes ont été cataloguées par les chercheurs, provenant de cultures qui, supposément, n'avaient aucun contact les unes avec les autres. Les Sumériens racontent l'histoire d'Utnapishtim, averti par un dieu de construire un bateau avant que les eaux ne montent. L'épopée de Gilgamesh, le plus ancien chef-d'œuvre littéraire de l'humanité, contient un récit du déluge dont les parallèles avec l'histoire biblique de Noé sont frappants. Un avertissement divin, un bateau construit, des animaux préservés, un atterrissage sur une montagne, des oiseaux envoyés pour trouver la terre ferme. Mais ce récit n'est pas propre à la Mésopotamie. Dans la tradition hindoue, le dieu Vishnu avertit le sage Manu d'un déluge imminent. Manu construit un bateau et survit. Dans la mythologie grecque, Zeus détruit l'humanité par un déluge et seuls Deucalion et Pyrrha survivent dans un coffre flottant. Les aborigènes d'Australie racontent des histoires de grandes eaux recouvrant les terres, des récits qui correspondent à des preuves géologiques de la montée des eaux post-glaciaires le long des côtes australiennes.
Des chercheurs ont suggéré que ces traditions orales pourraient préserver des souvenirs d'événements réels vieux de plus de 10 000 ans. Les Hopis, les Aztèques, les Mayas, les peuples andins et amazoniens, les Chinois, les Nordiques, tous racontent essentiellement la même histoire. L'explication conventionnelle est la convergence culturelle. Les inondations sont une expérience humaine universelle. Toute culture vivant près de l'eau a expérimenté des crues catastrophiques à un moment ou un autre, et ces événements locaux se mythologisent au fil des générations. Mais cette explication ne rend pas compte de la spécificité des parallèles structurels entre ces mythes. Un avertissement, un survivant choisi, un vaisseau de préservation, des animaux sauvés, un atterrissage montagneux, des oiseaux éclaireurs, un sacrifice de gratitude, un nouveau commencement. Ces détails récurrents à travers des cultures, sans moyen apparent de partager des histoires, invitent à considérer une explication alternative. À la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des mers a monté de plus de 120 mètres. Des côtes qui avaient été stables pendant des dizaines de milliers d'années ont été englouties. Des masses terrestres entières ont disparu. Et cette transformation ne s'est pas produite de manière uniforme. Elle a été ponctuée par des épisodes de montée rapide, des impulsions d'eau de fonte qui pouvaient élever le niveau des mers de plusieurs mètres en l'espace de quelques décennies. Pour les populations côtières, cela aurait été catastrophique. Et c'est ici que la question la plus vertigineuse de toute cette enquête se pose avec une force impossible à ignorer. Si une civilisation avait existé pendant l'ère glaciaire, où se serait-elle trouvée? Pas sur les hauts plateaux. Les civilisations se développent le long des côtes, le long des fleuves, le long des routes commerciales. Elles se seraient trouvées sur les plateaux continentaux, les terres mêmes qui sont aujourd'hui submergées sous 120 mètres d'océan et 12 000 ans de sédiments marins. Nous n'avons pas cherché là. L'archéologie marine en est à ses balbutiements. La vaste majorité des paysages submergés de la dernière ère glaciaire reste entièrement inexplorée. Des milliers de kilomètres carrés de terrain qui étaient autrefois de la terre ferme, de la terre habitable, de la terre côtière, reposent sous les vagues, inexaminées. Si les preuves d'une civilisation perdue existent quelque part, c'est là, sous l'eau, sous les sédiments, sous le silence de 12 000 ans d'océan. Il faut aussi considérer un aspect de cette enquête que l'on oublie trop souvent. L'ampleur du temps géologique n'est pas seulement un chiffre abstrait, c'est un processus actif de destruction. La Terre ne conserve pas son passé, elle le consume. Les animaux complexes peuplent cette planète depuis plus de 500 millions d'années. Les mammifères existent depuis plus de 200 millions d'années. Les dinosaures ont régné pendant 165 millions d'années. Certains d'entre eux avaient des cerveaux relativement volumineux. Certains vivaient en groupes sociaux organisés. Certains montraient des signes de comportement complexes. Et ils ont eu 165 millions d'années pour évoluer. Nous, en tant qu'espèce, n'existons que depuis 300 000 ans. Nous sommes passés des outils en pierre au smartphone en environ 12 000 ans. Que pourrait produire 165 millions d'années d'évolution? Ce n'est pas une question fantaisiste, c'est une question mathématique. Et il y a un autre facteur que l'on sous-estime systématiquement. La fossilisation est un processus extraordinairement rare. La vaste majorité des organismes qui ont jamais vécu n'ont laissé aucune trace fossile. Les conditions nécessaires à la préservation, un enfouissement rapide dans un sédiment fin, l'absence de perturbations pendant des millions d'années, une chimie favorable ne se réunissent presque jamais. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années, et le nombre total de fossiles de dinosaures individuels jamais découverts pourrait tenir dans un seul musée.
Une civilisation entière, durant quelques milliers d'années, aurait de la chance de laisser un seul individu fossilisé. Ce qui reste, ce sont des murmures chimiques, des rapports isotopiques inhabituels, des couches minces de concentrations anormales dans les carottes de sédiments des fonds marins. Le genre de signaux que les géologues trouvent régulièrement et attribuent au volcanisme, aux libérations de méthane, aux variations orbitales ou à d'autres processus naturels, car jusqu'à ce que Frank et Schmidt posent la question en 2018, personne ne cherchait autre chose. Pensez aussi à l'océan. Le plancher océanique n'est pas permanent. Il est créé au dorsal médio-océanique, là où le magma remonte et se solidifie en nouvelle croûte, et il est détruit dans les zones de subduction, là où l'ancienne croûte plonge dans le manteau terrestre. Le plus ancien plancher océanique de la planète a environ 200 millions d'années. Tout ce qui est plus ancien a été recyclé. Toute preuve de quoi que ce soit qui se soit produit sur le fond de l'océan il y a plus de 200 millions d'années a été fondue, réincorporée dans les entrailles de la Terre. Et le niveau de la mer lui-même est un facteur que l'on sous-estime. Pendant les périodes glaciaires, quand d'énormes volumes d'eau sont emprisonnés dans les glaciers continentaux, le niveau de la mer baisse de manière spectaculaire. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le niveau de la mer était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Les côtes de chaque continent s'étendaient bien au-delà de leurs positions actuelles. De vastes zones, de ce qui est maintenant le plateau continental, étaient de la terre ferme. Si une civilisation côtière existait pendant l'ère glaciaire, ses vestiges sont aujourd'hui submergés. Couverts par 120 mètres d'eau de mer et 12 000 ans de sédiments marins. Nous essayons en quelque sorte de lire un livre dont 99% des pages ont été arrachées et les 1% restants ont été endommagés par l'eau, le feu et le temps. Et puis, nous déclarons avec assurance que nous connaissons toute l'histoire. L'hypothèse silurienne ne prétend pas qu'une civilisation antérieure a existé. Elle affirme que notre capacité à en exclure une est bien plus faible que nous ne le supposons. Le registre géologique est incomplet. Les preuves, si elles ont jamais existé, ont été soumises à des millions d'années de la destruction la plus minutieuse imaginable. Et les signatures spécifiques que nous chercherions sont exactement le genre de signatures que les processus naturels produisent également. Cela devrait nous rendre humbles, car cela signifie que notre confiance en notre propre unicité, notre certitude que nous sommes la première et la seule civilisation technologique à émerger sur cette planète, ne repose pas sur une preuve, mais sur l'absence de réfutation. Et dans un système où les preuves sont systématiquement détruites au fil du temps, l'absence de preuves est un fondement très fragile. Alors, que devons-nous conclure de tout cela ? Aucune de ces anomalies, prises individuellement, ne prouve l'existence d'une civilisation antérieure à la nôtre. Le PETM a probablement été causé par le volcanisme et les hydrates de méthane. Le Dryas récent a probablement été déclenché par un afflux d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Göbekli Tepe a probablement été construit par des chasseurs-cueilleurs exceptionnellement capables. Le Sphinx a probablement été sculpté par Képhren. La carte de Piri Reis est probablement un produit de la cartographie du XVIe siècle. Les villes souterraines étaient probablement des refuges contre des invasions historiques. Et les mythes du déluge reflètent probablement l'expérience humaine universelle de vivre près de l'eau. Probablement. Mais prises ensemble, ces anomalies forment un motif. Un motif de choses qui ne collent pas tout à fait, qui sont légèrement plus difficiles à expliquer qu'elles ne devraient l'être, légèrement plus connectées qu'elles ne devraient l'être. Un motif qui invite, sans l'exiger, un type différent d'explication. Et cette explication, qu'elle soit vraie ou non,
porte un message qui est absolument pertinent pour notre époque. Nous sommes en train de laisser notre propre marque sur cette planète. Une marque chimique profonde et indélébile. Nous modifions l'atmosphère. Nous modifions les océans. Nous conduisons des espèces à l'extinction à un rythme qui rivalise avec les grandes extinctions de masse du passé profond. Nous sommes, en termes géologiques, en train de créer notre propre PETM. Et si nous ne changeons pas de cap, la question que les futurs géologues se poseront ne sera pas de savoir si notre civilisation a existé, ce sera de savoir ce qui lui est arrivé. La Terre ne se soucie pas de nous. Elle ne se soucie pas de nos villes, ni de notre art, ni de nos débats sur les civilisations perdues. Elle tournera, se déplacera, érodera, subduira et recyclera quoi que nous fassions. Elle le fait depuis 4,5 milliards d'années. Elle le fera pendant des milliards d'autres. La question n'est pas de savoir si la Terre survivra. Elle survivra. La question est de savoir si nous laisserons quoi que ce soit derrière nous qui compte, ou si, comme la civilisation hypothétique de l'hypothèse silurienne, nous serons réduits à une fine ligne ambiguë dans la roche, un murmure chimique qu'une espèce future pourrait trouver et au sujet duquel elle se poserait des questions, si elle est assez intelligente pour chercher. Nous ne sommes peut-être pas la première civilisation de la Terre. Mais même si nous le sommes, nous partageons quelque chose avec chaque forme de vie qui a jamais existé sur cette planète. Nous sommes temporaires. La roche est patiente. Et les seules choses qui survivent sont celles que nous nous soucions assez de préserver. Les pharaons d'Égypte ont gravé leur nom dans la pierre parce qu'ils voulaient être rappelés. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont créé quelque chose de si remarquable qu'il a survécu à 12 000 ans d'enfouissement. Les peuples qui ont raconté les mythes du déluge ont transmis leurs histoires à travers tant de générations que les récits ont survécu aux civilisations qui les avaient inventées en premier. Nous nous souvenons de ce que nous choisissons de nous souvenir, et nous oublions ce que nous échouons à protéger. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, ou que vous vous tiendrez sur une plage où les vagues effacent vos empreintes, ou que vous tiendrez une poignée de terre et penserez à toute la vie qui est passée à travers elle, posez-vous cette question. Si quelqu'un est venu avant nous, qu'est-ce qu'il voulait que nous sachions ? Et si personne ne l'a fait, que voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous ? Car le passé n'est pas un livre fermé. C'est une fouille ouverte. Et chaque nouvelle découverte change l'histoire.